Je ne veux pas. Ça ne doit pas être, pas encore. L'histoire sans fin. Je frémis, tremble, vacille, je refuse. Je ne veux pas que ça ait lieu. La rage, la colère. Prendre des mesures, prendre la mesure de ce qui se passe. Je mesure moi-même l'écho dans ma poitrine. Sang, goût du sang qui m'écœure. Mes yeux se troublent inévitablement. Des uniformes, des casques et des gaz, des cars qui les séparent et les emportent, les déportent. Et moi, face à cette page de notre histoire, un air de déjà-vu, une rengaine malsaine, ma peine face à la haine. Prendre des mesures. Mesurer ce qui me sépare d'eux. Ce qui me sépare d'eux. Parcourir cette distance, m'élancer, ne pas passer à côté, rejoindre ceux qui... Je n'ai pas assez de temps, jamais assez de temps. Le manque de temps. Ce manque qui comble un autre manque, le manque de l'autre. Qu'est-ce qui me manque? Les mots. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Ouais, mais bon, il y a tellement à faire, et puis on peut pas combattre. Bah, c'est les décisions des gouvernements, et puis les guerres, on sait pas comment les arrêter. Et puis si je fais un truc, moi tout seul, ça suffira pas. Résultat, tu fais rien. Ça fait tellement longtemps que je trouve ce raisonnement stupide, ça m'énerve à un point. Alors là, c'est ce qui arrive quand ça monte. Ça monte, et puis tu peux plus contenir, ça craque. Et là, j'ai craqué. Quelque chose là, à l'intérieur, a craqué. Et je vais foncer dans la mêlée. Alors ouais, j'entends déjà les potes autour dire « Oh, Mère Teresa !» et « Oh, Céline, toujours prête à défendre la veuve et l'orphelin !» Ouais, comme si décider de ne pas laisser quelqu'un mourir de froid et de faim, c'était juste une bonne action de scout. Une goutte d'eau dans le désert, rien à foutre. Action et basta. J'ai une camionnette, un matelas et des couvertures à donner. On vient de vider la maison de mes parents après leur décès. J'ai un tas de trucs qui pourraient être utiles. Et j'ai prévu justement de monter au festival Le Manifeste à Grande-Sainte. C'est sur ma route. Et puis, rien de tel pour se faire un avis que d'aller voir soi-même, non? « 10 décembre 2014. J'aime pas le café. Là, c'est la galère parce qu'ils sont deux en train de faire chauffer du café dans une casserole sur 3 petits bouts de bois, avec un petit tôle au-dessus, pour faire un petit abri. J'aime pas le café. Enfin, là, ça va être compliqué de refuser. Enfin, juste pas possible, en fait. Et puis, il y en a un autre là, qui lave comme il peut des tasses pour qu'elles soient les plus propres possibles. Vu la couleur de l'eau qui sert à laver, plus le café direct sur l'estomac vide, plus 2 heures sous la pluie, je suis bonne pour une course aux toilettes les plus proches. Ouais, sauf que j'ai beau regarder à l'horizon, il n'y a pas de toilette. Sur ce terrain vague coincé derrière un Leader Price, juste à côté d'un bout de rocade, il n'y a que quelques dizaines d'abris faits de bâches plastiques bleues, grises, des cartons, et de la boue en veux-tu en voilà. Bah non, il n'y a pas que ça. Il y a bien 200 rangées de dents blanches. Plus de 200 sourires qui me réchauffent. On appelle ce camp Leader Price, ou le camp des Soudanais. Aucun point d'eau. Bon allez, je tente le café. De toute façon, il n'y a pas le choix. Je ne veux pas éteindre ces sourires. يا سلام منك تحية للولاء خليته عايش في الأسية 20 juin 2017. La lumière derrière l'obscurité. Noir, bleu, rose. La nuit. Un cœur blanc, lumineux. C'est pour toi. Je l'ai fait pour toi. La photo s'affiche sur mon smartphone et les couleurs me sautent au cœur. J'agrandis l'image et on découvre les détails. Je ne veux pas peindre la guerre, jamais. Des sapins, la nuit. Des buissons colorés, irréels.
et au cœur de la nuit, une eau fraîche. Je regarde les détails et je l'imagine assis au petit bureau de sa chambre minimaliste, toujours rangée. Une chambre terne, que ses peintures, réalisées avec la peinture à l'eau que je lui ai donnée, et punaisées au mur, éclairent, bouleversante de chatoiement. Je le vois peignant avec affection, avec respect. C'est ce qu'il m'a dit hier. Tu fais ce que 1000 hommes ne peuvent faire. Je te donne tout mon respect, pour toujours. Alors je lui écris ce commentaire. C'est ce que j'aime en toi. Il y a toujours la lumière derrière l'obscurité. Et je le revois comme à chaque fois que l'on se retrouve, un sourire avec tant de douceur. Un sourire abîmé par une prison soudanaise. Des dents refaites, tant bien que mal, qui vont avec les cicatrices sur les bras. Et pas seulement. Lecture du récit de vie de Monsieur Fati A. Cet entretien a été réalisé sans interprète. Je m'appelle Fati A et je suis née le 2 mars 1989 à Khartoum. Je suis de nationalité soudanaise. Je suis de confession musulmane de l'ethnie Jaïline. J'étais étudiant en commerce électronique, je suis mariée sans enfant. Je forme une demande d'asile en raison de persécutions subies dans mon pays de la part du gouvernement et de Janjaweed. J'étais connue dans le milieu étudiant, j'organisais des événements culturels. En juillet 2006, un homme du gouvernement du Soudan du Sud est venu me voir et me dit qu'il voulait que je vienne l'aider à organiser un jour d'ouverture où il y avait un meeting. Quand j'ai fini les cours, j'allais là-bas et je trouvais 5 personnes qui m'invitèrent à rentrer. Il y avait beaucoup de nourriture, d'alcool. Ça avait l'air très cher, je pensais que ce meeting devait être à propos d'organiser la journée d'ouverture, mais il parlait uniquement du président, du gouvernement. Ils étaient contre ces groupes puissants. Il y avait des problèmes avec le gouvernement du Soudan du Sud. Je ne venais pas pour ça, mais je n'étais pas dans l'affaire. Ils voulaient que je travaille pour eux, ils voulaient profiter de mon réseau pour gagner des gens à leur cause. Ils m'ont proposé de l'argent et m'ont dit que je pouvais demander ce que je voulais. Ils voulaient remplacer le gouvernement en place et me placer dans leur organisation gouvernementale. Je refusais. Je partis au coin de la rue, à peine 20 mètres, et je vis une voiture s'arrêter près de moi. Ils m'embarquèrent. C'étaient des gens du gouvernement du Soudan du Nord, en civil, à part le chauffeur qui était en uniforme. Je me défendais, ils m'assommèrent avec la crosse de leur pistolet. Ils m'allongèrent dans la voiture et m'attachèrent. Ils m'emmenèrent dans une pièce où il n'y avait qu'une chaise où ils m'attachèrent. Un homme vient et je ne vis pas son visage. Il resta dans le noir. Il me dit que si je parlais honnêtement, il ne m'arriverait rien et je pourrais partir librement. Par contre, si je mentais, il me tuerait sur place. J'étais très effrayée et confus. Je leur demandais ce qu'ils me voulaient et ils me dirent que je travaillais avec le Soudan du Sud. Ils m'accusaient d'être un espion. Je leur dis que non et ils m'ont dit que je mentais et qu'ils allaient me montrer. Ils me détachèrent et 2 types m'ont frappé et tabassé si fort. Ils m'ont menacé de me couper la main, ils me l'ont cassée et tailladée. Il y avait du sang partout. Je pensais à ce moment que j'allais mourir. Ensuite, ils m'amenèrent à leur hôpital qui était attitré et me gardèrent. Une semaine après, ils revinrent et me dirent d'arrêter de mentir. Ils me demandèrent des infos sur les gens du meeting et le lieu, surtout. Je leur dis ce qu'ils voulaient. Après ça, ils me relâchèrent et je devais aller signer 2 fois par semaine chez eux. Je ne devais pas voyager, ni étudier, ni travailler. Ils venaient souvent à l'hôpital et chez moi pour m'emmener, me frapper sous les yeux de ma famille. Cela continua pendant 2 ans, je ne pouvais pas partir, car j'étais surveillée. En 2013, ils m'arrêtèrent encore et m'amenèrent dans le même bâtiment. C'était à l'époque des manifestations. Je restais 2 mois comme ça, dans cet endroit pire qu'une prison. Je ne voulais plus vivre. Ma santé était dégradée, je n'avais pas de travail, pas d'argent, je devenais fou. Un ami en Libye m'a aidé à venir et à aller en Europe. J'ai ensuite quitté le pays pour la Libye, puis l'Europe. Au nom du droit au respect de ma dignité, de mon intégrité, tant physique que morale, de ma vie, je sollicite donc la France, en vue d'obtenir l'admission au bénéfice de l'asile, une protection internationale dont je ne saurais me passer sans craindre sérieusement pour ma vie. Je vous remercie de l'attention prêtée à ma demande et vous prie, madame, monsieur,
de bien vouloir agréer l'expression de mes sincères salutations. Fatih. Et il a donc passé son entretien à l'OFPRA en février dernier. Un mois après, il a eu une réponse négative. Dans les motifs du rejet, on lui a dit qu'il avait raconté son arrestation et sa détention de manière trop convenue, et donc non crédible. Je le défends actuellement au maximum pour sa prochaine audition en face de la Cour nationale du demande d'asile. Et on lui demande de trouver des preuves, bien entendu, il ne peut pas en trouver. La seule preuve qu'il va pouvoir amener, c'est le certificat de médecine légale, parce qu'on l'a emmené. Et le médecin de la médecine légale a dit que dans toute sa carrière, il n'avait jamais vu quelqu'un qui avait dû autant souffrir. On espère que ça va marcher. À suivre. Voilà.